Ok, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je suis très content que vous soyez là. On fait ça le comble. Je vais me présenter. Donc, je suis Taki Shurfa, directeur de programme chez SCC dans les centres de services. Et aujourd'hui, le programme qui nous intéresse, c'est le programme FinOps by SCC. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Ce programme fait partie des stratégies de SCC pour la gestion financière du cloud. Et pourquoi on a commencé par ça? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. C'est parce que aujourd'hui, les cloud providers comme AWS et Microsoft ont fait un travail formidable. Ils ont fait un excellent travail au niveau des services qu'ils ont incorporés dans le cloud. Et ces services, en fait, permettent d'anticiper les besoins de nos clients. Ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne au point que l'adhésion de ces services est telle qu'elle peut dépasser la réelle activité que les institutions peuvent avoir dans leur service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, pour qu'il y ait une bonne adhérence entre votre activité et l'activité financière, il faut pouvoir maîtriser les consommations du cloud. Et c'est pour ça que SCC s'est positionné en tant que partenaire de ces cloud providers pour pouvoir vous accompagner et accélérer la maîtrise que vous allez avoir des cloud providers. Donc, avant de vous présenter FinOps, il est nécessaire que vous compreniez très bien ce que c'est que le cloud. Et pour bien expliquer le cloud, la meilleure manière de vous l'expliquer, c'est de ramener les deux premiers cloud providers mondiaux pour vous l'expliquer. Merci. Alexis? Je n'entendais pas. Bonjour, je m'appelle Alexis Dahan, je suis account manager chez AWS. Donc j'aide les clients à adopter le cloud AWS à l'échelle. Du coup, j'ai préparé aujourd'hui. Pardon, excuse-moi. Du coup, je vais me lever, ce sera plus simple. J'ai préparé aujourd'hui une petite présentation pour vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'AWS et puis comment ça fonctionne, surtout d'un point de vue FinOps, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors avant de commencer, et comme j'ai que 12 minutes, je vais faire assez court, je voulais vous dire un petit peu d'où on vient et la raison pour laquelle AWS existe. Donc AWS est une entité indépendante du groupe Amazon et la raison pour laquelle on est né, c'est parce qu'on est fondamentalement convaincu que la technologie est la chose la plus importante du business aujourd'hui. En gros, une entreprise ou une institution qui veut se développer ne peut pas faire passer une nouvelle idée, un nouveau produit ou un nouveau process sans s'appuyer à un moment donné sur la technologie. Et c'est vraiment le driver qui a été à l'origine de AWS. Et d'ailleurs, si vous écoutez Werner Vogels, qui est le CTO de AWS, il disait Amazon, c'est une boîte technologique qui a commencé par faire du retail un petit peu par hasard. Et c'est vraiment l'essence même d'Amazon et d'AWS plus fortement aujourd'hui, c'est qu'on est une boîte technologique. Alors, une boîte technologique, le cloud, on parle de l'informatique en nuage, mais ça a une réalité, une réalité concrète, qui sont un ensemble de data centers. Chez nous, ça a deux concepts clés, les régions et les zones de disponibilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement pour vous indiquer que où que vous soyez dans le monde aujourd'hui, vous avez la capacité de déployer des applications de manière locale, donc pour garantir soit la compliance, soit la souveraineté, tout en pouvant vous appuyer sur une infrastructure qui vous permet de construire des applications résilientes et sécurisées. Et puis le cloud, c'est surtout un ensemble de services. Donc on entend souvent parler du cloud comme de l'infrastructure as a service, la fameuse stack IaaS. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur AWS, vous avez plus de 160 services qui vont de l'infrastructure, donc de la VM et du stockage, à des choses beaucoup plus complexes, mais en même temps qui se démarrent de manière très facile, comme de l'analytique, du big data, du machine learning, de la sécurité, de l'IoT, et j'en passe. En gros, ce que je dis souvent à mes clients et plutôt au link business, ce que nous, on essaye de fournir aux clients, c'est des Lego. En fait, on fournit des briques élémentaires qui vous permettent, assemblées les unes aux autres, de faire l'application de... On me fait des signes, mais je ne comprends pas ce qu'on me dit. Ah, il faut que je parle plus fort, d'accord. C'est mieux là? Ouais. Ok, très bien. Donc du coup, je disais que l'objectif, c'est de vous fournir des briques de Lego qui vous permettent d'assembler les unes aux autres, de faire des applications, l'application qui vous convient le mieux. D'accord? En d'autres termes, en gros, on vous fournit des briques élémentaires et vous n'avez qu'à faire le last mile, donc le différenciant, qui vous permet de faire quelque chose spécifique pour vos citoyens ou pour vos clients. D'accord? Une autre analogie que j'utilise beaucoup, c'est celle du moulin saunier.
Donc il y a quelques années de ça, hein, maintenant plus d'une centaine d'années, quand on voulait faire de l'électricité dans une entreprise, il fallait créer son propre moulin. Aujourd'hui, pour alimenter la chocolaterie Meunier, vous avez la même puissance dans cette prise-là. Ben, nous, on fait la même chose avec l'informatique. Ça ne viendrait jamais à l'esprit d'une start-up aujourd'hui qui veut se lancer de créer sa propre usine nucléaire ou son usine à charbon pour créer de l'électricité. Elle va aller s'appuyer sur EDF. Ben, c'est pareil avec AWS. Elle ne va pas aller construire un data center, elle va aller chercher ses applications, ses VM, son énergie informatique dans le cloud. Et puis si on va plus loin, aujourd'hui il n'y a plus aucune entreprise qui a son propre moulin ou sa propre usine. Et c'est pour ça que les grosses entreprises, et les petites aussi d'ailleurs, en fait les entreprises de toutes les tailles et n'importe où, dans n'importe quelle région du monde, commencent et migrent de manière massive sur AWS. Je vous ai mis ici une slide où on retrouve quelques clients importants. Donc vous verrez que sur cette slide, il y a des logos qui sont assez connus. On va retrouver Netflix, Airbnb, qui sont plutôt des startups qui ont grossi et qui ont bien réussi. Mais on a aussi des entreprises beaucoup plus historiques, type General Electric, McDonald's. On a des entreprises du jeu vidéo, Yates Sport, des entreprises du retail, des entreprises du média. Et donc en fait, le message derrière cette slide, plus qu'un affichage de logo, c'est que peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le reach et peu importe le vertical métier dans lequel on se trouve, on a besoin du cloud pour pouvoir avancer et pour pouvoir générer de nouvelles idées. Et puis, de manière générale, pour pouvoir accélérer sa transformation digitale et parler à ses clients avec un langage qu'ils comprennent. Et puis, on n'a pas que des entreprises privées, puisqu'on a aussi énormément de clients du secteur public qui nous font confiance. Donc, vous voyez sur cette slide-là, à la fois des universités, mais aussi des départements ministériels, hein, notamment au UK et aux États-Unis. Et puis aussi en France, hein, on va avoir des entreprises publiques comme la SNCF, le Radio France ou même la mairie de Paris qui sont des clients AWS et qui utilisent le cloud pour développer leurs idées. Et puis donc on parlait de la France. En France, on a plusieurs centaines de clients, plusieurs milliers de clients même actifs, parmi lesquels des grands noms du CAC 40, mais aussi des startups très dynamiques et qui fonctionnent très très bien. Alors, mes slides se sont un peu mixés, donc je vais pas passer ce message-là, je reviendrai un peu plus tard dessus. Mais il y a deux raisons pour lesquelles, globalement, les clients utilisent le cloud. C'est-à-dire que en premier, ce qu'on se rend compte, c'est que les clients veulent faire des économies d'échelle et aller plus vite. C'est vraiment les deux gros streams pour lesquels on nous fait confiance, c'est-à-dire je veux faire des économies d'échelle et je veux développer des applications plus rapidement, augmenter mon time to market, enfin réduire plutôt mon time to market et être beaucoup plus agile. Alors, si on regarde le premier stream, pourquoi vous allez dépenser moins? En fait, c'est assez mathématique. Quand vous avez un data center, vous avez une utilisation qui a à peu près cette forme-là, on va dire, c'est l'utilisation enfin du moins le besoin en compute de vos data centers. D'accord? Et puis, quand vous avez un data center privé, donc vos ressources informatiques, vous fonctionnez par palier. Vous achetez d'abord des machines, okay, puis quand vous êtes arrivé à la capacité maximum, vous dépensez encore des machines, etc. Ce qui se passe, c'est que la réalité versus le prévisionnel n'est pas du tout tel que vous l'imaginez. En gros, vos pics et votre utilisation de vos data centers, elle dépend réellement de la vie de tous les jours. Tout le monde n'a pas un SAP hyper constant sur lequel on sait comment on va s'appuyer, comment vont les gens utiliser l'application. Si vous êtes Radio France, les impôts ou n'importe qui, vous avez des pics, vous avez des fois où vous devez supporter des charges qui sont bien plus importantes que le reste du temps, parce que c'est la vie qui est comme ça et les applicatifs doivent être dynamiques. Et donc du coup, pendant la flèche verte, là, vous voyez qu'il y a pas mal de vos ressources qui ne sont pas utilisées. Ça, c'est notre marge de manœuvre. Et en fait, quand on regarde, aujourd'hui en France, la moyenne d'utilisation d'un data center, enfin des machines dans un data center, c'est entre 20 et 30%. Et moi, ça fait 2 ans et demi que je suis chez AWS. J'ai accompagné une cinquantaine de clients vers le cloud. Et la moyenne que j'ai vue, elle est plutôt en dessous de 10%. Donc quand vous utilisez vos machines moins de 10% du temps, disons qu'à ISO-coût, vous pouvez quasiment diviser par 10 vos coûts informatiques. Alors, ce n'est pas exactement ça parce qu'on va prendre des précautions et puis il y a des pics, etc. Mais globalement, elle est là, notre marge de manœuvre. Et c'est pour ça que les clients font des économies massives quand ils passent dans le cloud. Et puis, il y a ça. Alors, cette partie-là, elle n'est pas opportuniste. C'est pas une opportunité pour nous, c'est une opportunité pour vous. Le pire qui puisse vous arriver aujourd'hui, que vous soyez une entreprise, encore une fois, ou une institution du secteur public, c'est de ne pas être capable de servir. Il n'y a rien qui énerve plus quelqu'un que d'aller sur un site internet et qui est marqué « page non disponible »,« on est en train de faire des travaux » ou « on a un problème » ou que sais-je. Et donc, cette case jaune là qu'on identifie, elle est très très importante pour vous parce que avec AWS et avec le cloud de manière générale, vous allez pouvoir rendre votre infrastructure dynamique. Et donc, c'est plus vous ou votre business qui va s'adapter aux besoins de votre data center, c'est vos machines qui vont s'adapter à votre besoin. Et ça, c'est notre marge de manœuvre.
Et donc, du coup, avec le cloud, on va essayer de coller au plus proche de ça. Et c'est des réalités. Hein. Ce que je vous montre là, vous pouvez l'utiliser. Enfin, je pourrais vous sortir des cas clients et des utilisations de data center clients. Vous verrez que ça fonctionne vraiment comme ça. Et puis une fois qu'on est passé sur AWS, donc une fois que vous avez gagné déjà cette grosse marge de progression qui est l'utilisation des machines à bon escient, il y a aussi quelque chose, et c'est pour ça qu'on a des partenaires comme SCC, c'est que vous pouvez optimiser de manière constante votre utilisation. Et globalement, un client qui est sur AWS, au fur et à mesure du temps, par les mécanismes qu'on pourra présenter plus tard, il va diminuer sa facture à workload équivalent. C'est-à-dire qu'un applicatif qui coûte X sur AWS en janvier devrait coûter X moins quelque chose en novembre ou en décembre. D'accord ? Et c'est grâce à nos partenaires qu'on arrive à faire ça et à la maîtrise. Et donc il y a 5 piliers pour l'optimisation. Il y a le fait de bien dimensionner ces instances, donc n'avoir besoin que de la machine qui correspond aux attentes de l'application. C'est-à-dire que si vous faites du Sapana, bah, vous allez avoir besoin d'une grosse machine avec de la RAM, hein, parce que c'est très gourmand en RAM, alors que si vous faites un applicatif qui est très gourmand en compute mais assez peu en mémoire, bah, vous allez pouvoir adapter une bonne taille de machine qui va être du coup plus rentable. Le deuxième, c'est l'élasticité. On en parlait. Ne plus avoir du surdimensionnement en permanence, mais avoir une infrastructure qui est très 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 élastique et qui suit la consommation de vos besoins. Le bon modèle de pricing. Donc, il existe plusieurs modèles de pricing. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous pouvez passer soit sur du on-demand, soit sur du spot, soit sur de la réservation d'instance qui va vous permettre d'optimiser en fait, votre facture. Et puis, utiliser la bonne architecture technologique. Il y a plusieurs façons de faire la même chose sur AWS. Et selon que vous souhaitiez être super redondant, super sécurisé, super pas cher ou super quelque chose, vous allez avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Et donc, pour ceux qui suivent un petit peu, il y a 4 icônes, mais il y a marqué 5. Parce qu'en fait, la clé de tout ça, c'est de le faire en boucle. D'accord ? Et ça marche pas ? Si, ça marche. Donc du coup, quand vous le faites en boucle, eh ben, c'est comme ça que vous faites vraiment des économies. Et encore une fois, c'est grâce à des partenaires comme SCC qui ont ce genre d'offres qu'on peut vous aider, vous clients, à vous enabler, à monter en compétence sur ce genre de choses pour soit pouvoir le faire à l'échelle, donc avec un partenaire, soit apprendre à le faire tout seul avec le temps. Et donc je vous disais, il y a 2 piliers, il y a le coût et la rapidité. Donc si je reviens sur ma slide de tout à l'heure, je ne sais pas si ça a fonctionné. Bon, tant pis, je ne vais pas l'afficher. Si. Désolé, j'ai un gros problème de latence. Donc, si vous écoutez Joi Ito, qui est le patron du Media Lab du MIT, il vous dit que si vous voulez augmenter la vitesse d'innovation, la première chose à faire, c'est de baisser le coût de l'échec. Et ça, c'est absolument clé pour la façon dont on envisage l'innovation, parce qu'en France, on n'est pas habitué à échouer. On nous enseigne dans les écoles d'ingénieurs, hein, que j'ai suivies, à faire des plans sur 10 ans pour faire en sorte de tout prévoir, même le pire des scénarios, justement pour que ça casse pas. Alors que la mentalité anglo-saxonne, elle est un peu différente. Elle se dit de toute façon, ça va péter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le jour où ça pète ? Et ça, c'est hyper important parce que c'est aussi comme ça qu'il y a une culture de l'innovation qui se développe. Et quand vous faites de l'innovation sur AWS, démarrer une machine pour faire des tests et essayer quelques bouts de code pour voir si ça va marcher, ça vous prend quelques minutes et ça va vous coûter quelques dollars. On fait, nous, un workshop chez AWS qui permet aux clients de monter en compétence sur du big data. Donc, ils partent de rien le matin à 8h30, ils arrivent, on leur offre un café et ils repartent à 16h. Ils ont construit une stack big data complète qui permet d'analyser, par exemple, des tweets. On le faisait il y a pas longtemps sur la présidentielle américaine, là ça a changé. Et du coup, tout ce workload de big data qui est construit en une seule journée au lieu de 6 mois ne coûte que 100 $, là où acheter des machines qui permettent de supporter des workloads de big data, ça coûte très très cher. Et donc, un des piliers, c'est la rapidité. Le deuxième point, très important, et j'y reviens, c'est l'innovation. Chez AWS, on prend ce qui n'est pas différenciant pour vous, manager une base de données, patcher une infrastructure, la sécuriser, ce n'est pas ce qui fait votre différenciant, et on vous laisse faire la différence. Et en plus de ça, on innove pour vous. On sort 1957 produits en 2018, enfin produits et features. Donc ça veut dire que globalement, 6 à 7 fois par jour, vous vous levez le matin et vous avez 6 à 7 produits que vous pouvez ajouter à votre stack pour faire des choses différenciantes. Et c'est comme ça qu'un jour, vous allez vous retrouver, donc il y a 2 ou 3 ans, avec un outil qui vous permet de faire de l'analyse d'image, que 2 mois après, vous pouviez faire de la transcription automatique et qu'aujourd'hui, vous avez des modèles comme SageMaker qui permettent de faire du machine learning à l'échelle sans avoir des compétences de data scientist. Donc voilà, s'il y a un message à retenir, c'est que grosso modo, les clients, au début, ils viennent pour faire des économies d'échelle. Finalement, ce qu'ils apprécient le plus, c'est la sécurisation et la rapidité avec lesquelles ils peuvent délivrer des nouvelles machines. Et c'est très difficile de faire ça tout seul, en tout cas au début. C'est une nouvelle technologie, ça s'appréhende, ça demande de se former. Et les partenaires sont vraiment là pour ça. Et SCC a une très belle offre, donc je vous recommande de contacter votre représentatif.
Bonjour à toutes et à tous. On m'entend bien avec la position du micro, c'est parfait. Ok, merci. Je prends la suite d'Alexis Frédéricat. Je suis responsable de la partie Azure, de la plateforme Azure chez Microsoft France. Donc moi aussi, je vais essayer de vous balayer rapidement quelques enjeux du cloud quand il s'agit de la partie cost management. Avant d'attaquer, ce que je voudrais, c'est juste par un lever de main, voir quelles sont les personnes dans la salle qui ont déjà un peu un pied dans le cloud, plus ou moins, ça peut être les deux pieds aussi, hein, mais qui a déjà un petit peu joué avec les éléments que sont le cloud. Bravo, bravo. C'est parfait parce qu'en fait, si je prends le thème de cette journée, de ces 2 jours, vous avez sous le pied une puissance illimitée, limitless, d'informatique à votre disposition. Cette puissance, elle s'appelle le cloud. Elle est aujourd'hui considérée, utilisée et exploitée par les organisations avec différentes facettes, et c'est sur ces facettes-là que je voudrais rapidement revenir au travers de ces quelques transparents. La première facette, c'est qu'effectivement, ça permet, de manière plus ou moins contrôlée, subie ou complètement proactive, une transformation complète des organisations. Et cette transformation, elle est multifacette. Elle est à la fois sur la partie métier des organisations, qui repense le service aux utilisateurs, le service aux usagers, le service à leur clientèle. C'est aussi une transformation informatique, bien évidemment. On l'évoque et je vais y revenir. Mais c'est aussi une transformation qui a aussi un impact sur les coûts, une transformation des hommes et des femmes qui constituent vos équipes ou qui constituent les équipes de vos prestataires. Ces 3 dimensions, à la fois c'est une transformation qu'il est nécessaire de maîtriser, mais c'est aussi une transformation dont on s'aperçoit quand on regarde tous les logos des entreprises et ceux parmi vous qui ont déjà entamé cette trajectoire, que ce sont les paramètres gagnants d'une transformation réussie vers le cloud. Alors je parle de cloud, chez nous le cloud chez Microsoft s'appelle Azure pour ceux qui n'auraient pas la notion de cette plateforme. L'autre élément important de cette transformation, c'est les acteurs que j'ai mis en bleu sur le transparent, qui font que effectivement le cloud aujourd'hui concerne l'ensemble des acteurs dans vos organisations. Que ce soit la RH, c'est plus seulement l'informatique, c'est la RH, la sécurité, les métiers. Bref, ce cloud, cette puissance informatique, elle est à la disposition de l'ensemble des métiers dans les organisations. Ça pose un certain nombre d'enjeux, donc Alexis l'exprimait très bien. On est dans les cloud providers, fournisseurs d'innovation à hauteur de dizaines, de centaines de fonctionnalités qui interviennent tous les jours et que le cloud permet de déployer extrêmement rapidement et de mettre à votre disposition à la portée d'un clic, si j'ose dire. Ça pose aussi un certain nombre d'enjeux qui sont aussi des enjeux de choix en termes de jusqu'où je externalise ou du coup jusqu'où je sous-traite auprès de ces grands acteurs du cloud les fonctionnalités de mes applications. Donc ça s'appelle IaaS, PaaS, SaaS. Sans rentrer dans les détails de définition des différentes couches, ça se traduit essentiellement par jusqu'où je laisse un certain nombre de mes fonctionnalités à la charge du fournisseur de cloud ou que je veux garder auprès et à la charge de mes équipes parce que je veux en garder un contrôle. Troisième et dernière dimension que ça pose, c'est bien évidemment, et Alexis le décrivait très bien, des enjeux en termes d'investissement. Clairement, le cloud est infiniment puissant, il est infiniment disponible, il peut être infiniment cher si on n'y prête pas garde. Et cette notion de OPEX et de capacité à investir au fur et à mesure de la consommation de mes services, si je ne la contrôle pas, elle peut être éminemment dangereuse, au même titre qu'elle est éminemment puissante. On en parlait et la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas levé la main et vous avez des gens à côté de vous qui ont levé la main, c'est que cette transformation et cette trajectoire cloud, elle est, aucun de nous deux ne l'explique ou ne la justifie. Elle est là, elle est déjà en chemin. Et les questions que se posent les organisations qui sont chez l'un et chez l'autre, chez les différents acteurs de cloud, c'est plus comment je maîtrise cette trajectoire, comment j'utilise cette puissance informatique qui est à ma disposition. Et quand je dis puissance informatique, c'est une puissance au sens
capacités informatiques bêtes et méchantes, ou en tout cas simples, de puissance de calcul, de stockage et de réseau, mais c'est aussi toute la puissance informatique que nos sociétés délivrent en termes d'innovation, en termes de machine learning, en termes de puissance d'intelligence artificielle que l'on peut mettre aujourd'hui derrière chacune de nos applications, chacun des services que l'on délivre à nos usagers. Donc aujourd'hui, vous êtes clairement dans un cheminement que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations ont déjà initié. Et je le disais précédemment, ça implique un certain nombre de retours d'expérience, si je puis dire, sur les paramètres à prendre en compte, à engager quand on rentre dans cette trajectoire de transformation cloud. Et ces critères de succès, je voulais aujourd'hui prendre cette opportunité pour insister sur le phénomène de la gouvernance associée à cette transformation-là. Je le disais précédemment, les acteurs et les interlocuteurs dans les organisations qui sont impliqués dans ces nouveaux choix informatiques, ils sont multiples. Ça veut dire que dans les prises de décision, dans la gouvernance, dans la manière dont on implémente ces nouveaux choix applicatifs, on implique à la fois les métiers, l'informatique bien évidemment, la sécurité puisque le cloud est un élément clé puisqu'on sort une partie des ressources, on peut sortir une partie des ressources au même titre qu'on veut en garder une certaine partie au sein de l'organisation. Donc ça change, ça induit un clair changement qui impacte forcément la gouvernance qu'on a au sein des entreprises. Cette gouvernance, elle est aussi, je le mentionnais sur le premier transparent, liée au changement des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cycles en V, ils sont complètement oubliés, ils sont à proscrire. Aujourd'hui, on est complètement en pilotage quotidien, hebdomadaire, mensuel, de la manière dont on délivre ces nouveaux services, dont votre métier, dont le service que vous délivrez à vos usagers et à vos utilisateurs peut être enrichi ou modifié. Ça encore, en termes de gouvernance, et c'est toute l'agilité, tous les phénomènes de DevOps, induisent un certain nombre de transformations au sein des équipes. D'où l'importance de cette notion de gouvernance qui fait qu'en fait, les grands acteurs du cloud que nous sommes ont tous des modèles d'opération cloud qui sont proposés de manière à effectivement aider cette transformation-là. Au sein de cette gouvernance, bien évidemment, il y a un phénomène qui est extrêmement clé, qui est effectivement cette gestion des coûts. Alexis l'a très bien exprimé. Si je fais un petit peu un retour arrière avec les cheveux blancs que j'ai, il a été un temps où on avait une informatique où globalement nos gros systèmes, on avait quasiment des capacités extrêmement importantes et où on pilotait au niveau granulaire. On a eu une période dite du client-serveur où globalement on avait un peu une surenchère de capacités informatiques qui parfois était effectivement pas super utilisée. Aujourd'hui avec le cloud, on est un peu dans les deux mondes. C'est que à la fois il faut être, on a cette infinité de capacités informatiques avec les 54 régions que l'on met à disposition en ce qui nous concerne, les régions qu'on a y compris en France. Cette capacité, elle est infinie et en même temps, l'infiniment petit est extrêmement important. La moindre VM, si elle a un petit peu trop de taille mémoire et qu'elle n'est pas optimisée en termes de temps de fonctionnement, elle va vous coûter extrêmement cher. Cette optimisation de la ressource qui du coup peut aller jusqu'à l'infiniment petite, elle est extrêmement importante. Elle peut être parfois complexe, d'où la nécessité d'avoir une gouvernance extrêmement revisitée pour piloter ces nouvelles ressources informatiques. Alors, dans les offres, j'ai essayé de pas vous pétrir de produits, mais dans les offres, on a, nous, une responsabilité en tant que fournisseur de cloud qui sont de vous fournir non seulement les fonctionnalités, mais aussi les éléments qui vous permettent d'avoir ce pilotage. Donc, ce sont les portails de facturation, c'est aussi les outils qui vous permettent d'optimiser et d'anticiper. Donc on a des choses qui s'appellent Azure Advisor par exemple, qui vous permettent justement sur les phénomènes qu'Alexis mentionnait précédemment, de pouvoir détecter les ressources informatiques qui ne sont pas optimum, dont le temps de fonctionnement pourrait être optimisé. Il peut être arrêté plus fréquemment, redémarrer plus tard dans la journée, optimisé en termes de taille. Les fournisseurs que nous sommes doivent aussi vous fournir
vous apporter les éléments contractuels et d'achat qui vous permettent d'optimiser. Donc c'est des choses comme les instances réservées que l'on a respectivement dans nos offres qui vous permettent effectivement d'avoir une partie de ressources informatiques à moindre coût dès lors que vous êtes capable de vous engager à un certain volume. Et puis dernièrement, il y a aussi l'aspect effectivement suivi des coûts. Donc comment je peux optimiser, comment je peux suivre, comment je peux anticiper justement les courbes de consommation de coûts que je peux avoir. Comment je peux, une fois que j'ai vu un petit peu les endroits où je pouvais amener des optimisations, le piloter, avoir des outils qui me permettent de suivre et de visualiser ces ressources informatiques qui sont effectivement infinies. Pour ceux qui ont déjà de la consommation cloud, vous voyez que dans vos factures, il peut y avoir effectivement un nombre de lignes extrêmement important. Il y a des lignes qui sont importantes d'un point de vue volumétrie. Il y a des lignes qui sont importantes d'un point de vue stratégique dans votre entreprise, même si ce n'est pas celle qui apporte le coût le plus important. Donc il est important pour nous de vous apporter, de vous amener les outils qui vous permettent de suivre et de piloter cette ressource informatique. Mais au même titre, j'allais dire en conclusion qu'il est important d'avoir des partenaires, et d'où la présence, et je les remercie encore, de notre présence sur cet événement, des partenaires tels que SCC qui sont eux capables de faire l'intermédiaire entre les fournisseurs de cloud que nous sommes et vos besoins et vos services, de manière à avoir cette intelligence que vous avez aussi bien évidemment, mais qu'ils ont cross-organisation, de manière à vous aider à optimiser ces coûts, de manière à utiliser encore une fois, et ça sera ma conclusion, cette ressource limitless, il faut que je retrouve le limitless d'informatique que vous avez à votre disposition et à la disposition des services que vous pouvez amener à vos usagers, à vos utilisateurs. Donc sur ce, je peux peut-être te passer la parole là-dessus, mais globalement, un message à retenir pour ceux qui n'ont pas levé la main tout à l'heure. Vous n'êtes pas les premiers. Vous avez vu qu'il y en a certains qui sont déjà dans cette trajectoire vers le cloud. Cette trajectoire, elle a une promesse éminemment ambitieuse et puissante. Elle induit un certain nombre de transformations dans vos organisations. Cette transformation, elle est aussi bien d'un point de vue informatique que métier et personnel. C'est important. Les personnels ne sont pas obsolètes. Les personnels peuvent s'adapter et doivent se transformer pour adopter cette discipline cloud qui n'amène pas des fondamentaux complètement orthogonaux aux fondamentaux de l'informatique traditionnelle, mais qui nécessite une discipline différente au travers d'une gouvernance qu'il faut impérativement revisiter pour avoir une transformation réussie. Merci pour votre attention. Donc, merci Fred et bonjour à tous. Donc, je suis Antoine Brault, directeur de la cellule FinOps. Donc ça y est, maintenant j'y suis. J'ai basculé une bonne partie de mon système d'information dans le cloud. Mes différents services internes, mes collaborateurs, y adhèrent de plus en plus. Ils consomment de plus en plus de services au gré des nouveaux besoins de l'entreprise et des nouveaux projets qui émergent. De mon côté, je constate que mes factures augmentent de plus en plus, de manière, je dirais, non maîtrisée et surtout aléatoire. D'un côté, on me sollicite pour avoir de plus en plus d'accès sur les portails, et de l'autre, on me demande plus de maîtrise dans les coûts et plus de reporting fin. Et là, donc, je commence à me poser de plus en plus de questions, et ces questions, elles sont vraiment légitimes. La première, c'est combien cela va-t-il me coûter? Suis-je en mesure d'anticiper ma prochaine facture? Comment réagir rapidement? Je constate depuis 1 ou 2 jours que j'ai une consommation anormalement élevée. Cette consommation est-elle maîtrisée? Suis-je en mesure d'anticiper et excusez-moi, j'ai un petit message. Suis-je en mesure de ralentir, voire d'arrêter cette hémorragie? Peut-on faire mieux, optimiser? À l'inverse, j'ai une consommation relativement stable depuis 1 ou 2 mois. Quelles sont les actions que je vais pouvoir entreprendre pour optimiser encore plus? Qui dépense quoi? Suis-je en mesure de savoir quel est le service, le collaborateur qui dépense le plus? Pourquoi? Potentiellement pour aller le sensibiliser, c'est-à-dire délivrer les bons messages, les bonnes pratiques. Et pourquoi? Notamment pour aller refacturer après les services internes.
Je dirais que la réponse à toutes ces questions, c'est en un seul mot, FinOps. Et donc, je vais vous démontrer que grâce au savoir-faire des équipes FinOps, SCC est le bon partenaire pour vous accompagner. FinOps, chez SCC, c'est 5 collaborateurs et ce sont des financiers des opérations. Leur mission première, c'est de donner de la visibilité au travers des 3 activités qui sont le monitoring financier, l'optimisation et le prévisionnel. Le monitoring financier, je ne sais pas optimiser si je ne mesure pas. L'optimisation, c'est quelles sont les actions que je vais pouvoir entreprendre pour optimiser ma facture. Et le prévisionnel, c'est donner une projection sur le mois en cours et potentiellement sur les prochaines factures pour donner de la visibilité. Et grâce notamment aux consommations passées et aux potentielles optimisations que je vais pouvoir mettre en place. SCC maîtrise les clouds. Pourquoi SCC maîtrise les clouds? Parce que SCC a engagé depuis 2 ans un programme de formation pour plus de 200 collaborateurs qui ont abouti à plusieurs dizaines de certifications. Je dirais qu'aussi SCC maîtrise les clouds parce que SCC, c'est de nombreuses références et plusieurs centaines de milliers d'euros de facturation tous les mois. Donc, globalement, SCC maîtrise les arcanes des cloud providers. SCC, pour délivrer son activité FinOps, s'est associé à un partenaire, Cloudels. La plateforme Cloudels est spécialement conçue pour cette activité. Elle agrège les données des principaux cloud providers, tels qu'AWS, Microsoft, Google et VMware. FinOps va s'appuyer sur les reporting, sur les KPI issus de cette plateforme pour délivrer les bons messages et apporter un complément d'information sur les factures qu'elle va délivrer régulièrement. Comment j'analyse ma consommation en fonction de mon environnement? Si mon environnement est simple, statique et de faible taille, je vais pouvoir m'appuyer sur ma facture que je reçois tous les mois. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de détails, d'informations, notamment quelle est la consommation que je vais avoir par compte, par environnement, je vais pouvoir m'appuyer sur la console de facturation des cloud providers. Et je dirais que plus mon environnement va devenir complexe, dynamique et de taille importante, plus je vais avoir besoin de reporting fin. Et notamment, je vais pouvoir m'appuyer sur la console de gestion des cloud providers. Je crois que Fred en a montré un petit aperçu tout à l'heure dans ses slides. Et puis, si je souhaite encore beaucoup plus de finesse dans mon reporting, je vais pouvoir m'appuyer sur la plateforme Cloudels qui va me permettre d'analyser mes coûts beaucoup plus finement. SCC s'est doté de tout cet arsenal pour vous accompagner. Parlons un peu de bonne pratique et notamment l'utilisation des balises. Qu'est-ce que c'est une balise? Les balises vous permettent de classer vos ressources suivant différentes manières, telles que par projet, par équipe, par centre de coût. Et cette fonctionnalité est nécessaire si vous voulez pouvoir classer vos ressources. Prenons l'exemple de 2 ressources à première vue strictement identiques. Et bien parce que je vais avoir accosté des balises sur ces ressources, je vais être en mesure de connaître le propriétaire et notamment surtout de savoir dans quel environnement cette ressource fonctionne. Quelles sont les étapes de réduction des coûts? Bien souvent, ce qui va se passer chez un client qui souhaite basculer de son environnement on-premise, donc sur son site, dans le cloud, on va opérer un premier simple lift and shift. Ce premier simple lift and shift va vous permettre d'avoir certains gains d'économie, mais relativement négligeables. Et donc, cependant, pour cela, on va pouvoir réaliser différentes actions qui vont vous permettre d'optimiser vos gains. Je suis désolé, c'est un petit peu lent. Première étape, le redimensionnement des instances. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire la chasse au gaspillage. Ce sont souvent des ressources qui sont sous-utilisées, voire non utilisées, et bien souvent souscrites lors d'expérimentations ou de projets qui n'aboutissent pas. Deuxième étape, c'est l'amélioration de l'élasticité. L'objectif, c'est de faire coïncider au plus proche on va dire les ressources que vous allez souscrire avec les besoins réels de vos workloads. Et troisième étape, c'est l'optimisation du stockage. C'est analyser le stockage classique qui pourrait basculer potentiellement sur du stockage dit objet ou du stockage dit froid, notamment pour faire votre archivage. Une fois que j'ai déroulé toutes ces étapes, on peut dire qu'on arrive à un lift and shift optimisé. Ce lift and shift optimisé est relativement simple à mettre en œuvre et relativement rapide. 3 étapes complémentaires.
L'objectif, c'est de rentrer sur une étape dite d'amélioration continue qui vont permettre de mesurer, monitorer et améliorer mon architecture. Deuxième action, c'est l'utilisation des services managés qui sont proposés par les différents cloud providers. Je prends un petit exemple. Avant, vous aviez l'habitude d'exploiter un serveur de base de données. Vous aviez le MCO applicatif et le MCO de l'OS et le MCO de votre moteur de base de données. En basculant sur les services managés, c'est le provider qui en aura la responsabilité. Et vous pourrez vous consacrer notamment sur votre métier. Et je dirais la dernière étape, l'objectif, c'est de refactoriser pour basculer sur une architecture dite serverless. C'est notamment basculer sur du code on demand. Une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là, on peut considérer que votre infrastructure est dite replatformée ou cloud native. Toutes ces étapes de réduction de coûts m'ont pris 2 minutes à vous expliquer, mais dans la réalité, ça peut prendre plusieurs mois, voire quelques années pour les mettre en œuvre. Redimensionner, donc je vais vous expliquer 2 petits exemples. Le premier est redimensionner. L'objectif, c'est de sélectionner les instances les moins coûteuses au catalogue des providers et les mettre en adéquation avec les besoins techniques de vos workloads. Donc, prenons l'exemple d'une application relativement gourmande que vous aviez en on-premise et donc relativement coûteuse. Une fois que je l'ai basculée dans le cloud, je vais pouvoir m'appuyer sur différents indicateurs, notamment la consommation CPU, RAM et disque. Et là, si on regarde, en l'occurrence, on constate que mes ressources sont largement sous-exploitées. L'opération qu'on va donc réaliser, c'est de réduire de 50% les spécifications techniques. Et donc potentiellement, en l'occurrence, une VM beaucoup moins coûteuse. Mais je dirais que ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez fait cette opération de migration, je vais quand même m'assurer que l'opération que j'ai réalisée, elle n'est pas déconnante. Et donc là, en l'occurrence, on constate que mes ressources sont à peu près bien exploitées et donc que je réalise un gain non négligeable. Donc, voilà, une instance qui me coûtait 110 € par mois me coûte maintenant 305 €. Et le deuxième exemple, c'est élastifier. C'est moduler la taille des ressources et des environnements en fonction de la charge et des besoins réels. Et donc pour ça, j'ai 2 leviers possibles. Le premier, c'est agir sur la durée d'utilisation. Et le deuxième, c'est ajuster la puissance automatiquement. Je vais m'attarder un petit peu plus sur agir sur la durée d'utilisation. Prenons l'exemple d'une application qui tourne aujourd'hui en 24/7. Donc ça représente une consommation de 168 heures par semaine. Et un week-end, lui, représente 48 heures. Donc imaginez que votre application puisse être arrêtée le week-end. L'économie pourra aller jusqu'à 30%. Mais allons un petit peu plus loin. Et considérons qu'une journée d'activité représente à peu près 10 heures. On aura à peu près nos 5 nuits qui vont représenter 70 heures. Donc si j'ai une application qui peut être aussi éteinte le soir, l'économie que je vais pouvoir dégager est à hauteur de 70%. Donc là, on constate qu'on a une source d'économie non négligeable à mettre en œuvre. Les cloud providers proposent de nombreux programmes ou de services permettant de réduire les coûts dès lors que votre infrastructure est stable, maîtrisée et ajustée. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris 2 petits exemples. La première, c'est la capacité de basculer sur des instances réservées. L'économie possible représente jusqu'à 70%, suivant les modalités que vous allez utiliser. Donc vous avez des modalités de durée, d'engagement. Donc est-ce que je m'engage sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans? Des modalités de paiement différentes aussi qui vous permettent de dire, voilà, est-ce que j'engage dès le démarrage 100% du financement de ma ressource pour la prochaine année ou les 3 prochaines années, ou est-ce que je décide d'étaler tous les mois mes coûts? Et deuxième programme, le data transfer. Voilà, est-ce que moi, client, je suis capable de garantir que je vais consommer tant de data transfer sur la prochaine année? Et si c'est le cas, je peux déclencher jusqu'à 50% d'économie. 5 petits pièges à éviter. Continuer à faire comme avant. J'avais un seul environnement. Je peux basculer maintenant sur différents types d'environnements et couper les environnements qui peuvent être arrêtés la nuit ou le week-end. Attendre trop longtemps avant de réserver des instances, ce n'est pas nécessaire. Les providers vous permettent d'acheter des instances et en cours de chemin de les modifier, de les échanger, voire de les revendre. Donc n'attendez pas 6 mois avant d'acheter des instances réservées. Comptez sur la discipline des utilisateurs. Voilà. On vous met à disposition des outils qui vont vous permettre d'arrêter et de redémarrer automatiquement vos instances.
utilisez-les. Dimensionnez et laissez vivre comme avant. Oubliez les habitudes que vous aviez sur le dimensionnement de vos instances. Voilà, les cloud providers vont vous permettre d'élastifier votre infrastructure. Et enfin, laissez les budgets là où ils sont. Le fait de baliser, de taguer vos ressources vont vous permettre d'allouer des budgets sur des projets, sur des collaborateurs, sur des projets. À vous de voir. En synthèse, SCC s'est doté d'outils à la pointe. FinOps dispose de méthodes éprouvées et maîtrise les arcanes des cloud providers. Et grâce à son analyse, l'équipe FinOps est en mesure de vous prévenir sur vos consommations. Et SCC est très fière des nombreuses certifications qu'elle a acquises au cours de ce dernier programme de formation sur ces 2 dernières années. En synthèse, SCC est le bon partenaire pour vous accompagner. Merci beaucoup. C'est une exceptionnelle présentation. On a eu la chance de voir Microsoft et Amazon nous présenter tout ça. Vous avez eu plein de messages, c'est très dense, c'est très important. J'ai très peu de temps. J'ai le marketing qui se rapproche de moi. Une dernière information très importante à avoir, c'est où est-ce que vous en êtes. Un slide édifiant qui est très à jour. C'est le Gartner du mois dernier, du 2 avril. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en 2018, le volume mondial de cloud public était à 180 milliards à peu près. En 2019, il a attendu à 210 milliards à peu près. Et en 2020, il atteindra 250 milliards. 2 informations à retenir. La première, c'est qu'on est déjà à 180 milliards. Le train a déjà démarré. La deuxième information, c'est une croissance, c'est un bulldozer qui est en train de se déployer. C'est 17% tous les ans. Autrement dit, vous avez 2 options. Soit vous rejoignez tout de suite le train et vous faites accompagner par le bon partenaire, soit vous attendez et ça se forcera à votre stratégie d'ici 1 an et vous devrez basculer dans le cloud de manière plus précipitée et plus urgente. C'est à vous de jouer. Merci beaucoup.